Dans cette troisième section, on va parler sur les sous-groupes et on va découvrir leurs premières propriétés et quelques exemples. Alors, commençons par la définition d'un sous-groupe. Alors, soit G étoile un groupe, muni d'une loi de composition interne étoile. Alors, une partie H de G est un sous-groupe de G si elle vérifie les trois propriétés suivantes. Alors, la première propriété, c'est que l'élément neutre E de G doit appartenir à H. Ça veut dire que E appartient à H. La deuxième propriété signifie que pour tout x, y dans H, on a x étoile y dans H. Ça veut dire que le produit de deux éléments de H est un élément de H. Et la troisième et dernière propriété, c'est que pour tout x dans H, on a x moins 1, ça veut dire que l'inverse de x, il est dans H. Ça veut dire que H, il est stable par l'inverse. Donc, étant donné un groupe quelconque, une partie de ce groupe est un groupe elle-même si elle est stable par le produit, stable par l'inverse et contient l'élément neutre du groupe parent, ça veut dire qu'il contient l'élément neutre de G. Notons qu'un sous-groupe H est aussi un groupe avec la loi induite par celle de G. Cela signifie que pour la loi interne de G, H devient un groupe et donc toutes les propriétés vues dans la partie concernant les groupes restent valables pour H. Alors par exemple, si x est un élément dans H, alors pour tout n dans Z, on a x à la puissance n est un élément dans H. Donc H hérite toutes les propriétés de G en tant que groupe. Alors une autre remarque, c'est que le singleton E et G sont des sous-groupes de G, donc sont toujours des sous-groupes de G. Et on les appelle les sous-groupes triviaux de G. D'après la définition, pour montrer qu'une partie est un sous-groupe, on doit montrer que cette partie contient l'élément neutre du groupe et que cette partie est stable par la multiplication, ça veut dire le produit par la loi interne, est stable par l'inverse. Mais on ne va pas utiliser cette définition dans la pratique. Alors dans la pratique, on va voir une méthode plus simple qui consiste à montrer qu'une partie est un sous-groupe. Alors remarque, un critère pratique et plus rapide pour prouver que H est un sous-groupe, c'est le suivant. Alors, on montre que H il est non vide, ça veut dire on donne un exemple d'un élément qui appartient à H, et ensuite que le produit de X et l'inverse de Y reste dans H pour tout X, Y dans H. Alors, on va appliquer cette méthode pour des exemples très simples. Alors, le premier, c'est l'ensemble des réels strictement positifs munis de la multiplication. Alors cet ensemble est un sous-groupe de R étoile muni de la multiplication qu'on a déjà vu qu'il s'agit d'un groupe. Alors en effet, R étoile plus n'est pas vide parce qu'il contient 1. Voilà donc un exemple d'un élément qui appartient à un ensemble. Et le produit d'un élément et de l'inverse d'un autre, c'est y fois x à la puissance moins 1 qui est égal à y sur x et qui est un réel strictement positif parce que y et x sont des réels strictement positifs. Donc, R étoile plus muni de la multiplication est un sous-groupe de R étoile muni de la multiplication. Alors, le deuxième exemple, c'est l'ensemble U muni de la multiplication est un sous-groupe de C étoile multiplication. Où, donc, l'ensemble U, c'est l'ensemble de tous les complexes dont le module, c'est exactement 1. Alors, en effet, donc cet ensemble n'est pas vide, donc il contient 1 comme exemple, ou bien I, parce que le module de I, c'est 1, donc I, c'est l'imaginaire de C, bien, le complexe I. Donc, il s'agit d'un ensemble non vide. Et si je prends deux complexes Z et Z', donc chacun est de module 1, alors Z sur Z' reste un complexe de module 1, parce que le module de rapport, c'est le rapport des modules. Donc, U menu de la multiplication des complexes est un sous-groupe de C étoile. Alors le dernier exemple, c'est l'ensemble des entiers relatifs munis de l'addition habituelle. Alors c'est un sous-groupe de R+. Donc parce que Z n'est pas vide, donc il contient 0, 1, 2, ainsi de suite. Et la somme de deux entiers relatifs est un entier relatif. Donc voilà des exemples très simples pour montrer qu'un ensemble est un sous-groupe en utilisant le critère le plus simple. Comme vous remarquez, la plupart des exemples traités et considérés dans ce module se divisent en trois types. Alors, le premier type, il s'agit des exemples numériques, donc on travaille sur R ou bien les nombres complexes ou bien les entiers relatifs en relation avec les groupes, les sous-groupes. Le deuxième type concerne les matrices, donc on a déjà vu donc, le produit de matrices, la somme des matrices, ainsi de suite.
Et le troisième type concerne les applications. Et la loi entre les applications, c'est la composition des applications. Donc voilà les trois types qu'on considère toujours dans les exemples. Alors, toujours en relation avec les exemples des sous-groupes, cette fois-ci, on va considérer le deuxième type sur les matrices. Alors, considérons l'ensemble des matrices diagonales. Ça veut dire qu'il contient que les éléments dans la diagonale et des zéros partout, donc de la forme de croix 2, donc A0, 0D, avec A et D non nuls, ça veut dire des matrices diagonales inversibles. Alors, cet ensemble est un sous-groupe de GL2R. Je rappelle que GL2R, c'est l'ensemble de toutes les matrices inversibles de taille de 2. Alors, on va vérifier les deux propriétés du sous-groupe, ou bien le critère pour montrer qu'il s'agit d'un sous-groupe. Je rappelle, le premier point, c'est de donner un élément de cet ensemble. Donc, l'élément le plus évident, ou bien le plus simple, c'est l'identité, la matrice identité I2, qui contient 1, 0, 0, 1. Donc, c'est une matrice inversible et diagonale. Donc, c'est un élément de GL2. Ensuite, on va vérifier la stabilité du produit d'une matrice avec l'inverse d'une autre. Alors, prenons A et B de matrices diagonales inversibles. Donc, A est de la forme A0, 0D et la matrice B est de la forme B0, 0C. Alors, puisque B est une matrice diagonale inversible, alors le calcul de son inverse est simple. Donc, l'inverse de la matrice B, c'est la matrice diagonale. Dans la diagonale, on a donc l'inverse de l'élément B, donc B à la puissance moins 1, et l'inverse de l'élément C, donc C à la puissance moins 1. Donc, une fois calculé l'inverse de la matrice B, on calcule directement donc, le produit de la matrice A avec l'inverse de la matrice B. Et on trouve que donc, A fois B moins 1, c'est la matrice diagonale. Dans la diagonale, on a donc A fois B à la puissance moins 1 et D fois C à la puissance moins 1. Donc, le produit de la matrice A avec l'inverse de la matrice B donc, est une matrice diagonale inversible. Donc, voilà, notre ensemble devient un sous-groupe. De plus, ce sous-groupe, il est commutatif. Alors, en effet, on va prendre deux éléments quelconques, donc deux matrices A et B diagonales inversibles de taille de 2, et on va vérifier que le produit de A fois B, c'est le même que le produit de B fois A. Alors, soit A de la forme A00D et B de la forme B00C, deux éléments, ça veut dire deux matrices inversibles diagonales. Alors, le produit de A fois B, donc puisque A et B sont deux matrices diagonales, donc le produit est simple. Donc, le produit de A fois B, c'est la matrice diagonale qui contient, donc dans la diagonale, A fois B et D fois C, et 0 partout. Et on calcule le produit B fois A, qui est égal donc la matrice diagonale qui contient B fois A, 0, 0, C fois D. Et puisque le produit de derrière il est commutatif, donc ce produit nous donne AB, 0, 0, DC. Donc on voit bien que donc, le produit de la matrice A fois la matrice B, c'est exactement le produit de la matrice B fois la matrice A. Donc notre sous-groupe devient commutatif. Alors une remarque importante, c'est que le groupe GL2 n'est pas commutatif. Donc le groupe de entier GL2, ça veut dire le groupe de toutes les matrices inversibles de taille de 2 n'est pas commutatif. Cependant, notre sous-groupe il est commutatif. Donc la commutativité n'est pas une propriété stable entre un groupe et un sous-groupe. Et cela signifie que on peut trouver donc un groupe non commutatif mais qui contient un sous-groupe commutatif. Mais il faut faire attention, c'est que lorsque le groupe est commutatif, alors automatiquement tout ce groupe est commutatif. Maintenant, on va voir un autre exemple avec les matrices. Alors, on va considérer l'ensemble SL indice N de R, l'ensemble des matrices de déterminant 1. Donc, cet ensemble est un sous-groupe de GLN et ce groupe est appelé donc groupe spécial linéaire. Alors, on va vérifier le critère de ce groupe. Alors, la matrice identité donc, est un élément de SLN parce que le déterminant de la matrice identité c'est 1. Donc, c'est un résultat bien connu. Maintenant, prenons deux matrices A et B dans SLN, ça veut dire le déterminant de A c'est 1 et le déterminant de B c'est 1. Et on va vérifier que le produit de A fois l'inverse de B reste dans notre ensemble SLN. Ça veut dire qu'on doit calculer le déterminant de A fois B moins 1.
Alors, le déterminant du produit A, la matrice A fois l'inverse de la matrice B, c'est exactement le déterminant de A fois le déterminant de B à la puissance moins 1. Donc, le déterminant de A, c'est 1. Et le déterminant de B à la puissance moins 1, ça veut dire le déterminant de l'inverse de la matrice B. Donc, c'est 1 sur le déterminant de B qui est égal à 1 sur 1. Donc, le produit nous donne 1. Et cela signifie que le produit de la matrice A avec l'inverse de la matrice B donc, est un élément de SLN. Et par suite, donc, SLN devient un sous-groupe de GLN. On passe maintenant à un autre type des exemples, donc des exemples numériques avec les entiers relatifs. Alors, considérons l'ensemble des multiples de n. On rappelle que cet ensemble se note n fois z, qui contient les multiples de tous les multiples de n. Donc, chaque multiple est de la forme k fois n avec un entier relatif. Donc, cet ensemble, ça veut dire les multiples de n, donc est un sous-groupe de z pour la loi additive. Alors, en effet, donc un exemple d'un multiple de 1, donc l'exemple le plus simple, c'est 0, ou bien 1. Donc, juste, il suffit de donner un exemple. Et on va vérifier la stabilité d'un élément avec l'opposé d'un autre. Donc, je rappelle ici que les deux types de lois qu'on traite dans les exemples et dans les propriétés, donc on n'a que deux types. Donc, soit la loi est additive. Alors, dans ce cas-là, on ne parle pas de l'inverse, mais on parle de l'opposé. Soit la loi est multiplicative. Dans ce cas-là, on parle de l'inverse. Alors, pour nous, donc, dans Z, on a la loi est additive. Donc, on va traiter l'opposé. Alors, prenons x, y, deux éléments de 1, z, ça veut dire deux multiples de 1. Donc, on écrit x de la forme k fois 1, y de la forme k' fois 1. Et on va calculer x moins y et on va montrer que x moins y reste un multiple de 1. Donc l'opposé de y, comme vous le savez, donc c'est moins y qui est moins k' fois 1. Donc x moins y s'écrit k fois 1 moins k' fois 1 et on factorise par 1 pour obtenir donc k moins k' fois 1. Et cette expression, c'est bien donc un multiple de 1. Donc x moins y restant 1z et par suite l'ensemble 1z, ça veut dire tous les multiples de 1 est un sous-groupe de z. Et on note que donc, puisque z est un groupe commutatif, donc notre sous-groupe 1z reste aussi commutatif. Maintenant on présente la notion d'ordre d'un groupe. Alors, soit G un groupe, alors l'ordre de G noté G entre deux barres. Donc l'ordre de G est son cardinal. Ça veut dire que le nombre de tous les éléments de G. Alors dans ce cas-là, il y a deux cas. Alors soit G contient un nombre fini d'éléments. Dans ce cas-là, on dit que G est un groupe fini. Et l'ordre de G, c'est le nombre de tous les éléments de G. Sinon, ça veut dire que dans le deuxième cas, G contient une infinité d'éléments. Alors dans ce cas-là, on dit que G est un groupe infini. Donc il n'y en a que deux situations, pas plus. Donc soit G est un groupe fini, dans ce cas-là, le nombre de tous les éléments, c'est l'ordre de G, soit G est un groupe infini qui contient une infinité d'éléments. Dans ce cas-là, on dit que G est un groupe infini. Alors, les premiers exemples des groupes infinis, donc on rappelle donc le groupe R étoile pour la multiplication, donc c'est un groupe infini parce que R étoile il est infini. De même, le groupe multiplicatif C étoile, ça veut dire les nombres complexes non nuls, donc est un groupe infini. Donc l'ordre de ce groupe est infini. Le groupe additif Z menu de l'addition habituelle, donc est un groupe infini. Et le groupe des matrices carrées de taille 1 croix 1 inversible est aussi un groupe infini. Donc chaque exemple, ça veut dire chaque groupe qu'on a présenté ici est un groupe infini. Donc l'ordre de chaque groupe, il est infini. Et maintenant, on a un exemple d'un groupe fini. Alors, considérons l'ensemble G qui contient moins 1, 1, moins I, donc I c'est le nombre complexe, et menu de la multiplication habituelle. Donc, cet ensemble est un groupe fini. Et le nombre de ces éléments, donc il n'y a que 4, donc moins 1, 1, moins I. Donc, l'ordre de G, c'est 4. Et on écrit, donc G entre deux barres est égal à 4. Alors, pour les groupes finis, donc, on peut donner la table du groupe G. La table, c'est quoi? Donc, c'est une table qui regroupe toutes les opérations entre les éléments de G, ça veut dire tous les calculs possibles
on les présente dans une table. Alors, comme il s'agit d'un groupe fini, donc une table permet de visualiser d'un seul coup les propriétés de chaque élément, ça veut dire le produit et l'inverse. Donc, le tableau suivant, donc il regroupe toutes les opérations possibles, ça veut dire les multiplications entre les éléments de G. Pour les groupes finis, on va avoir une relation entre l'ordre du groupe et l'ordre du sous-groupe. Alors, c'est l'objet du théorème suivant, c'est le théorème de Lagrange. Alors, soit j'ai un groupe fini, alors l'ordre de tout sous-groupe H de G divise l'ordre de G. Ça veut dire que la relation qui existe entre l'ordre d'un groupe fini et l'ordre d'un de ce groupe, c'est une relation de division. Alors, le premier exemple, on va reprendre le groupe G qui contient 4 éléments, donc moins 1, moins I de l'exemple précédent, milieu de la multiplication habituelle entre les nombres complexes. Alors, le sous-ensemble H qui contient moins 1 et 1, donc il est un sous-groupe de G, et l'ordre de H, c'est 2, parce qu'il ne contient que deux éléments, moins 1 et 1, et on a bien que l'ordre de H divise l'ordre de G. Donc, l'ordre de G, c'est 4. L'ordre de H, c'est 2 et 2 divise 4. Donc, c'est un exemple concret sur le théorème de Lagrange. Alors, toujours dans cet exemple, on sait que l'ordre de G, c'est 4. Et les diviseurs positifs de 4, donc il n'y en a que 3, 1, 2 et 4. Donc, un sous-groupe d'ordre 1, c'est le groupe qui contient seulement l'élément neutre, à savoir 1. Un exemple d'un sous-groupe d'ordre 2, c'est le sous-groupe H, qui contient moins 1 et 1. Et un exemple d'un sous-groupe d'ordre 4, c'est G lui-même. Donc déjà, le terme de Lagrange nous donne les possibilités de tous les sous-groupes de G, à savoir donc les diviseurs de l'ordre de G. Alors l'exemple suivant dit que si G est un groupe d'ordre 7, alors G ne possède aucun sous-groupe d'ordre 3. Tout simplement parce que 3 ne divise pas 7. Donc 7, les diviseurs de 7, il n'y en a que 1 et 7. Donc à part 1 et 7, donc il n'y en a pas. Donc G ne possède aucun sous-groupe d'ordre 3 et même d'ordre 4 par exemple.